Ah la vache, ce son. Il y a des armes qui claquent quand elles frappent, et il y en a d'autres qui claquent rien qu'en s'activant. Le sabre laser, c'est ça. Tu entends ce vroom iconique, et tu as tout Star Wars qui t'arrive en pleine face. Ah bah tu te décides enfin à en parler. Eh oui, chick, mais pour parler d'une arme aussi culte que le sabre laser, il fallait bien consacrer un épisode entier. Dans cette vidéo, je vais pas vous faire l'affront de faire une partie pour présenter Star Wars. Je pense que vous connaissez un petit peu le sujet, même de loin. Et c'est d'ailleurs ça qui est fort. Parce que même si vous n'avez jamais regardé un seul Star Wars de toute votre vie, vous savez que ce son est celui d'un sabre laser. C'est un petit peu comme le Kamehameha de Goku, même si on n'a jamais regardé Dragon Ball Z, on sait à peu près ce que c'est. Pour rester dans Star Wars, la respiration de Dark Vador est un très bon exemple. C'est vrai, et même le fameux « Je suis ton père ». Le sabre laser, c'est pas juste une épée de plasma, c'est une arme symbolique. Celle des Jedi, des Sith, des gardiens, des traîtres, des sages et des fous qui les suivent. Elle est à la fois archaïque et futuriste, comme un katana propulsé dans une galaxie très lointaine. À l'instar des chevaliers et des samouraïs, seuls certains peuvent la manier à son plein potentiel, les utilisateurs de la force. Chaque sabre est unique, construit par son porteur. Et là, tu ne vas pas à l'armurerie, tu le fabriques grâce à ton lien avec la force. Et c'est d'ailleurs ce lien qui va déterminer la couleur de votre sabre. Donc, bleu égale Jedi stylé, et rouge égale gros connard? C'est presque ça, ouais. Le sabre laser tranche tout, le métal, la chair et les arguments. Il cautérise les plaies en même temps qu'il les ouvre, ce qui mâche bien le travail des médecins, faut l'avouer. C'est par essence une arme de guerrier courageux, car il t'oblige à combattre de près dans un monde rempli de blasters en tout genre. Bon ok, on peut la balancer et la contrôler avec la force, c'est vrai, mais ça veut dire se débarrasser de son arme pendant un petit court instant. C'est toi, ton adversaire, et la lumière qui tranche entre les deux. Et en plus, ça fait une super veilleuse. Dans cette vidéo, nous allons d'abord voir comment le sabre laser a été conçu et pensé pour la mise en œuvre des premiers films. Et ensuite, nous plongerons un peu plus dans le lore de Star Wars pour découvrir comment un véritable art martial à part entière a vu le jour. Mais avant de dégainer nos sabres laser, parlons d'un autre genre d'arme. Une arme de papier, de rêve et de pure science-fiction, le nouveau magazine Métal Hurlant. Il y a des BD qui se lisent vite et d'autres qui t'embarquent, qui te prennent par la main, t'enfilent à scaphandre en te disant « Allez viens, on plonge ». Métal Hurlant, c'est ça, cette légende, cet ovni éditorial qui a revu le jour en 2021. Créé en 1974 par les humanoïdes associés, Métal Hurlant a redéfini la BD de science-fiction. Et depuis 2021, ils sont de retour, plus ambitieux que jamais. Un MOOC de 300 pages, mélange de récits courts, d'interviews, d'articles et d'expériences graphiques. Ce magazine, c'est un petit peu comme si une station orbitale lointaine avait décidé de publier son journal intime. Le nouveau numéro, disponible depuis le 21 mai, s'appelle Les Mondes du Silence, et dans celui-là, on plonge. Tout est consacré à l'océan, cet espace infini, silencieux, terrifiant et poétique. Dans ces pas moins de 272 pages, vous croiserez la folie tentaculaire d'Arthur de Pince, les visions aquatiques de Michael sans la ville, ou encore Grégory Panaccione. Et même une interview inédite de Druyer, un des créateurs de Métal Hurlant. Le magazine est disponible en kiosque et en librairie, mais le mieux c'est encore de s'abonner directement sur metalhurlant.fr. Grâce à ça, vous économisez 20% sur chaque magazine, vous le recevez directement chez vous, et surtout vous soutenez un magazine libre, graphique, sans algorithme et sans IA. Si tu cherches un petit peu de silence dans ce vacarme numérique, ou si tu veux simplement lire des BD qui ne ressemblent à rien d'autre, alors prenez ce Métal Hurlant, posez-vous et ouvrez-le. Et vous verrez, on entend l'océan tourner les pages. Je les remercie infiniment de soutenir une fois de plus la chaîne YouTube. Mais revenons à nos Jedi. Alors il faut savoir que dans les premières versions du script de Star Wars, le sabre laser n'était pas du tout une arme rare appartenant à une caste de guerriers spécifique. C'était en fait une arme plutôt commune, utilisée par de nombreux combattants de la galaxie. Fortement inspirée des lames de force dans les romans du cycle de David Starr d'Isaac Asimov. Mais dans les versions suivantes, Lucas rajoutera les éléments de force et de Jedi, conférant ainsi une rareté à cette arme, la réservant à l'élite des guerriers sensibles à la force. Dans les premières peintures conceptuelles de Ralph McQuarrie, le sabre laser est présenté avec une lame plus courte, plus affûtée et qui fait plus lame de lumière, d'où le nom en anglais j'imagine. Sauf que reproduire cet effet en film à l'époque, c'était impossible. Quand George Lucas bosse sur Star Wars dans les années 70, les moyens sont limités. On est loin des studios Marvel d'aujourd'hui. Alors pour créer une arme aussi culte que le sabre laser, il fallait de la sueur, de l'inventivité et un petit peu de récup. C'est un membre de l'équipe de décoration, Roger Christian, qui aura l'idée de prendre un vieux flash de photographie Graflex et le customiser avec quelques boutons histoire de faire un peu SF, et le tour est joué, on a la poignée de l'arme de Luke Skywalker. Mais le plus dur restait à faire car il fallait faire la lame maintenant. C'est donc au superviseur des effets spéciaux John Steers de trouver une solution. Il commence par équiper les manches bricolées de tiges en bois recouvertes de papier rétro-réflecteur. Il place ensuite un miroir sans teint devant la caméra. La face réfléchissante du miroir renvoie une lumière placée hors champ sur les lames, et la caméra filme à travers la face transparente.
Ça semble quand même vachement compliqué. Oui, et c'est un échec total. Ça ne marche, mais alors pas du tout. Parce que dès que les lames sont en mouvement, on voyait tout l'artifice, bref, c'était une catastrophe. C'est donc un animateur coréen, Nelson Shin, qui sera chargé d'ajouter frame par frame l'effet de lumière en peignant par-dessus, comme dans un dessin animé en fait. Et il décide ensuite de surexposer la lame en post-prod, donnant ce fameux aspect vibrant au sabre. C'est donc pour ça que le combat du 4 est aussi éclaté. Bah ouais, c'était déjà bien galère à faire, alors si les acteurs avaient fait des moulinets dans tous les sens, je pense que notre ami coréen se serait arraché les cheveux. Et on parlait en introduction du son culte du sabre laser, mais savez-vous comment il a été conçu? Eh bien c'est grâce au génie de Ben Burtt, qui a mélangé le son d'un moteur de vieux projecteur de cinéma et le vrombissement que son micro produit lorsqu'il est placé à côté d'un tube cathodique de télé. Fallait avoir de l'idée, hein. Le mélange est ensuite diffusé sur des grosses enceintes, et Burtt réenregistre le son avec un micro en reproduisant les mouvements des sabres laser, permettant ainsi de donner l'effet de variation de bourdonnement lorsque les personnages l'agitent dans les airs. Ainsi donc est né ce fameux son qui est tout bonnement incroyable, il faut l'avouer. Bon après, bien évidemment, avec des plus gros moyens et la technologie évoluant, c'était beaucoup plus facile après, et à partir de l'épisode 1, on rajoutait juste en post-prod l'effet laser à des tiges en bois. Vive la technologie quand même. Maintenant qu'on a vu comment on a construit le sabre laser dans le vrai monde de la réalité véritable, voyons comment ça se passe dans le lore de Star Wars. Et là, construire un sabre laser, c'est pas juste assembler des pièces dans un garage de Tatooine comme je vous ai dit au début. C'est un rite, un moment sacré. Une épreuve de plus dans le chemin des Jedi. Tout commence par un cristal. Le plus connu, c'est le cristal Kyber. Un cristal vivant qui résonne avec la force. Et c'est lui qui choisit son porteur, pas l'inverse. Ce n'est pas juste une batterie, c'est vraiment le cœur de l'arme. Et sa couleur, comme je vous l'ai dit, dépend de la connexion qu'elle a avec le porteur. Ah bah super, encore un truc que l'univers d'Harry Potter a encore volé. Tu es un Jedi, Harry. Les Jedi vont souvent sur des planètes comme Ilum ou Jedha pour trouver leur cristal. C'est un pèlerinage, une quête intérieure, un miroir de leur relation avec la force. Et une fois le cristal trouvé, et bah là c'est l'assemblage. Là encore, on n'est pas sur du bricolage de dimanche matin, hein. Le Jedi médite, guide la construction par la force. Et il choisit minutieusement ses composants. Manche, émetteur, régulateur, lentille de focalisation, une vraie arme sur mesure. Donc, tous les sabres laser sont différents. Exact. Le sabre d'Obi-Wan n'est pas du tout celui d'Anakin, comme celui de Darth Maul n'est pas du tout celui du comte Dooku. Chaque arme reflète la personnalité, l'âme et le style de celui qui va la manier. Bon après ça c'est dans le lore, hein. Moi je vois pas fondamentalement de grande différence entre la poignée d'Anakin et celle d'Obi-Wan en dehors du design. Et chez les Sith, il y a une petite variation, c'est on va dire un peu plus vénère. Le cristal Kyber, lorsqu'il est corrompu par le côté obscur, devient rouge. On appelle ça le faire saigner. Et oui, littéralement, on l'inonde de haine jusqu'à ce qu'il plie. Charmant, non? Genre il l'insulte en boucle jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Alors c'est un peu plus subtil que ça, mais ça serait marrant. Faire saigner, oui. Le résultat est une lame plus puissante. Instable parfois, d'où la garde chelou de Kylo Ren dans la post-logie. Mais c'est à l'image de leur maître. Destructrice. Bon après, il y a énormément de subtilités, plein de manières différentes de faire des sabres laser entre tous les comics et les romans qu'il y a eu. Mais bon, je suis pas une chaîne spécialisée Star Wars, là je vous donne les bases. Et comme ça va nous permettre d'embrayer sur le sujet qui nous intéresse le plus, la bagarre façon Jedi. Chez les Jedi, comme je vous l'ai dit, le sabre ce n'est pas qu'une arme. C'est une extension de leur volonté, de leur esprit et parfois même de leur colère. Et pour canaliser tout ça, il existe des formes de combat. 7 au total, enfin, officiellement. Parce qu'avec les variantes, les hybridations et plein d'autres trucs, on peut facilement monter à 11. Chaque forme a son style, sa philosophie et son tempérament. Et surtout, elle révèle qui est le combattant. Les duels deviennent alors un miroir de l'âme. Dès le début de leur formation, les Padawans s'initient à toutes les formes, sauf à la 7ème et à l'art de la coiffure. J'ai jamais compris pourquoi on les obligeait à porter cette queue de rat ridicule. Puis c'est injuste pour les humains, les aliens ils peuvent s'en passer, ils ont pas de cheveux. Je crois qu'on s'éloigne du sujet, et je sens de la colère en toi, Jascal. Oui, tu as raison. Reprenons. Et au fil du temps, chaque Jedi choisit sa spécialité, et la plupart s'y tiennent. Mais parfois, un duel exigera de changer d'approche, d'adapter sa forme au terrain, à son adversaire et à la situation. Vous comprendrez mieux quand on verra en détail chaque forme, mais par exemple sur Mustafar, Obi-Wan n'a pas vaincu Anakin avec sa forme habituelle. Il a incorporé des éléments du Sokan, une forme plus mobile, plus tactique, pour l'emporter. En gros, il a changé de danse au milieu du bal. Excellente métaphore. Bref, trêve de blabla, voyons maintenant chaque forme. La forme 1, ou Shisho, encore une fois désolé si je prononce mal, c'est là où tout commence. Elle vient de l'époque où les Jedi se battaient avec des épées métalliques, un temps révolu où l'ordre Jedi forgeait sa propre légende. Parce que oui, avant l'ère des sabres laser, ils utilisaient des vraies épées. Et dès le moment où les sabres laser sont apparus, cette forme elle a pris un petit coup de vieux. Le Shisho, c'est l'ABC de leur discipline. Des mouvements simples, basiques, mais essentiels. Attaque, riposte, parade, garde, il ne faut pas chercher ici la complexité des formes plus avancées, juste l'efficacité brute.
Quand t'es un padawan, tu commences là-dessus. C'est le vélo avec les petits trous, quoi. Exactement. Ce n'est pas pour rien que Maître Yoda l'enseigne à tous les enfants de Jedi. Facile à comprendre, facile à répéter. Ceci dit, contre Anakin, ça les a pas aidés. On a perdu 15 padawans dans cette affaire. Mais comme toute bonne recette, une fois qu'on maîtrise les bases, il faut passer à la suite. Et le Shisho, franchement, il devient vite obsolète. Parce que face à des adversaires plus puissants, cette forme montre vite ses limites. Mais pour autant, ça n'a pas complètement disparu. Certains, comme Kit Fisto, les fans de Star Wars voient très bien de qui je parle, ont modernisé le Shisho à leur sauce. Il a pris la base, mais l'a adapté à son époque, et aujourd'hui, c'est sa signature. Bref, c'est une forme qui est pas super sexy à haut niveau, mais c'est toujours très utile pour apprendre les bases. Et en fait, quand j'ai regardé pour apprendre les mouvements, c'est une des seules qui est à peu près réaliste. Le Makashi, c'est l'élégance du duel. La grâce du geste, la maîtrise froide. Et surtout, c'est une forme conçue dans un seul et unique but, vaincre un autre porteur de sabre laser. Elle est née pendant la Grande Guerre des Sith, il y a plus de 4000 ans avant les films. À l'époque, Jedi et Sith se livraient une guerre totale. Dans ce contexte, le Makashi devient l'art ultime. C'est la forme des duellistes, de ceux qui veulent dominer par la technique, mais pas par la force brute. Chaque mouvement est calculé, chaque parade est faite pour déséquilibrer, et chaque attaque pour clore un duel en une seule touche. Mais avec la disparition progressive des Sith, cette forme elle est tombée en désuétude. Plus personne à combattre au sabre. Et se retrouvant majoritairement contre des ennemis armés de blasters, les Jedi ont dû inventer d'autres formes et ils ont un petit peu abandonné celle-là. C'est comme si tu t'entraînais au duel d'épée pour aller affronter un mec avec un fusil d'assaut pas très rentable. Bah oui, clairement. Et pourtant, certains dans l'ombre n'ont pas abandonné le Makashi. Je parle évidemment des Sith. Parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient affronter de nouveau les Jedi. Le meilleur exemple est évidemment le Comte Dooku qui a même adapté la forme de sa poignée pour être encore plus efficace dans ce style. Et c'est un peu pour ça qu'ils roulent sur Anakin et Obi-Wan à leur première rencontre. Comme je vous l'ai dit à une époque, les Jedi affrontaient d'autres porteurs de sabre. Et puis un jour, un Jawa s'est pointé avec un blaster, et tout a changé. Les pistolets laser ont envahi la galaxie. Des fermiers aux chasseurs de primes, tout le monde pouvait désormais tirer à distance. Alors, les Jedi, ils ont dû s'adapter. Et c'est ainsi qu'est née la forme 3, le Soresu. Une réponse pragmatique, défensive et presque mathématique au chaos ambiant. Le Soresu n'est pas là pour frapper fort ni pour briller en duel. Il est là pour tenir, pour durer, pour vivre. Les mouvements sont courts, précis, fluides. L'arme ne quitte jamais presque la ligne de défense. Chaque parade est un calcul, le but, former un dôme de protection, capable de dévier des tirs venant de toutes les directions. Parmi les plus grands pratiquants, Luminara Unduli, Barriss Offee et surtout Obi-Wan Kenobi. À la mort de son maître Qui-Gon Jinn qui utilisait plutôt la forme 4, Obi-Wan a compris que la fougue seule ne suffisait pas. Il a embrassé le Soresu, non pas par peur, mais par conviction. Et il en est devenu l'un des plus grands maîtres. Le Soresu, ce n'est pas l'art du spectacle, c'est l'art de rester debout alors que tous les autres tombent. La forme 3 représente vraiment l'âme défensive du Jedi. Elle n'est pas là pour conquérir, mais pour protéger, et c'est beau putain. Si le Makashi est une valse, le Soresu un mur, alors la Taru, c'est un feu d'artifice. Une explosion de sauts, de vrilles et d'attaques fulgurantes. C'est la forme 4, l'art de se battre en mode tornade. La Taru, c'est l'acrobatie portée au rang de doctrine. Courir sur les murs, bondir au plafond, retomber sabre en main dans une volée d'arcs lumineux. Si tu veux impressionner ton public, c'est la forme à choisir. C'est pas un style de combat, c'est une choré de spectacle de fin d'année version Jedi. Pas totalement faux, mais attention, parce que cette forme n'est pas qu'un show. C'est une manière de canaliser la force dans son corps. Parce que bon, à ce niveau d'intensité, sans elle, vous êtes épuisé au bout de 20 secondes. Pour pratiquer la Taru, tu dois laisser la force t'habiter, alimenter tes muscles, ta concentration, tes réflexes. Et là déjà on rentre dans des conditions martiales qui sont plus vraiment cohérentes avec notre réalité à nous. C'est d'ailleurs pour ça que Maître Yoda, malgré sa taille et son âge, parce que oui, quand 900 ans comme lui on aura, moins en forme on sera, est un véritable tourbillon en duel. Sa maîtrise de la Taru est sans égale, parce qu'il fusionne littéralement avec la force dans chacun de ses gestes. Et parmi les autres grands noms, on a Qui-Gon Jinn, comme je vous l'ai dit, qui est un partisan de la force vivante, qui enseigna ce style à Obi-Wan, mais comme je vous l'ai dit, qu'il l'a délaissé, sauf pour son duel final contre Anakin. Mais il y en a d'autres, comme Aayla Secura, Quinlan Vos ou encore Anakin Skywalker évidemment, qui l'utilisent avec intensité, voire sauvagerie. En tout cas sur Mustafar, le duel entre Obi-Wan et Anakin est un exemple parfait. La Taru en fusion, portée par la colère, la vitesse et deux égos surchauffés. En résumé, si vous voulez bondir, tourner, voltiger et découper vos adversaires avant qu'ils aient le temps de comprendre que vous venez du plafond, la Taru est fait pour vous. La forme 3, on l'avait vu juste avant, c'était une forme défensive contre des blasters. Mais au bout d'un moment, certains Jedi se sont dit
Très bien, je suis invincible, mais maintenant je fais quoi? J'attends qu'il se fatigue ou qu'il n'ait plus de munitions? Et c'est là que la forme 5, appelée Gemso ou Chien, est née. Une réponse directe aux limites du Soresu. Moins philosophique, plus pragmatique. Pour la résumer, la meilleure défense, c'est une contre-attaque qui renvoie ton blaster directement dans ta gueule. En résumé, tu tires sur moi, je te rends ton laser. Cadeau, sans les frais de port. C'est un peu l'idée. La forme 5 reprend les déviations de tir de blaster comme le Soresu, mais avec l'intention de le renvoyer directement sur le tireur. C'est une forme qui a été développée lorsque les Jedi ont été envoyés un petit peu partout dans la galaxie en tant que garde-frontière de la paix. Ils étaient peu nombreux, mais avec beaucoup d'espace à couvrir. Une galaxie, c'est un peu grand. Alors il fallait être efficace, solide, rapide. Il faut pacifier une zone, et bien un Jedi suffit si c'est un maître du Gemso. Et c'est là que des débats entre Jedi ont commencé. Parce que cette forme, elle suscite une certaine méfiance. Elle repose sur la domination, sur le contrôle, sur une force supérieure. Et certains y voient une petite pente glissante vers le côté obscur. Parmi ces grands utilisateurs, on a Plo Koon, toujours impeccable, mais aussi Anakin Skywalker. Comme par hasard. Et d'ailleurs, ce sera une forme qui sera aussi très naturelle pour son fils Luke Skywalker. En fait, la forme 5, c'est un bulldozer en kimono face à une armée de mercenaires. Redoutable, efficace, mais à manier avec précaution. Parce qu'à trop vouloir ramener la paix par la force, on finit par ressembler à ceux qu'on combat. La forme 6, ou Niman, c'est un petit peu le compromis galactique. Pas trop violente, pas trop défensive, et un petit peu de tout. Mais jamais à fond. C'est la forme des Jedi en temps de paix. Et rien à voir avec le temps de paix. Ceux qui bouffent végétarien, ils ont la ref. En gros, c'est un peu le style du Jedi fonctionnaire, si vous voulez. Conçu à la fin de l'Ancienne République, quand les Jedi étaient surtout des ambassadeurs, des négociateurs et des médiateurs, le Niman reflétait cette philosophie. Pas besoin d'apprendre la forme 3 pour dévier 400 tirs de blaster, si tu peux éviter le conflit avec une bonne verbe. Un style pour régler les conflits avec des mots, et un sabre pour décorer, au cas où les mots foirent. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a surnommée la forme des diplomates. Elle demande peu d'efforts physiques, ce qui laisse beaucoup plus de place pour travailler les autres compétences, comme la manipulation mentale par exemple. En fait, une grande partie de cette forme n'est pas spécialement martiale. Sur le papier, le Niman est un cocktail équilibré des formes 1, 3, 4 et 5. Polyvalent, adaptable et terriblement long à apprendre. 10 ans pour en saisir toutes les subtilités. Mais dans les faits, ce style a un défaut majeur. Il n'excelle nulle part. Trop généraliste pour les puristes, pas assez percutant pour les combattants. Et alors du coup, je peux vous dire que quand la guerre des clones a éclaté, et que les Jedi ont dû repasser de médiateur de quartier à général de guerre, eh bien la forme Niman, elle a pris un petit peu cher. Lors de l'expédition de Mace Windu à Geonosis, la majorité des Jedi présents étaient formés au Niman. Résultat, 200 morts. Seuls ceux formés à des formes plus physiques comme la 3, la 4 ou la 5 ont survécu. Mais bon, la forme 6 n'est pas inutile pour autant. C'est un bon socle, une excellente base d'équilibre. Mais ce n'est pas une forme pour des périodes de guerre. Il y a donc des formes pour débuter, des formes pour dominer, des formes pour protéger, et puis il y a Mace Windu. Car il a inventé la forme 7, le Vahapad. Et là on parle plus d'art, on parle de tempête. Créée par le chef du Shield avec l'aide de Sora Bulk, cette forme est la plus récente, la plus intense et la plus dangereuse. Donc la plus proche du bord. Je danse avec mes démons, mais j'espère qu'ils ne m'écrasent pas au sol en plein milieu du tango. C'est exactement ça. T'aimes bien les métaphores de danse aujourd'hui ? Le Vahapad exige de puiser dans ses émotions les plus profondes, de frôler la rage, de friser la chute. Là où toutes les autres formes tentent à chercher un équilibre, la forme 7, elle l'éprouve. Et seuls les Jedi les plus puissants peuvent s'y aventurer. De l'extérieur, le Jedi semble calme. Mais en vrai, c'est un volcan prêt à exploser. Et c'est pour ça que le Vahapad est jamais enseigné aux apprentis. Mais entre de bonnes mains, c'est un torrent de puissance. Et il existe une variante, le Juyo, pratiqué par les Sith. Là, c'est la même philosophie, mais sans retenue. On lâche la purée. Colère, haine, tout est bon pour alimenter la machine. Là où le Vahapad tente de canaliser la tempête, le Juyo l'embrasse. Et en dehors de Mace Windu, très peu de Jedi ont su maîtriser cette forme. Parce qu'il faut un esprit de fer et une volonté d'acier. Dans cette forme, tu invites les ténèbres, mais tu leur dis de s'asseoir tranquillement à côté de toi sans bouger. Bon là, on a vu les 7 grandes formes de l'art martial au sabre laser. Il en existe d'autres qui sont un petit peu moins importantes, je vais rapidement passer dessus. On a le Sokan qui est pas vraiment une forme à part entière, mais c'est plutôt une philosophie de combat, et qui est souvent intégrée aux autres styles. En fait, elle consiste tout simplement à exploiter le terrain. Par exemple, Jack Sparrow serait un excellent maître du Sokan. Il y a du coup le Chien, le petit frère du Gemso, qui est en fait une forme un petit peu plus pacifique. Il y a le Jarkei, le combat avec un sabre dans chaque main, qui exige une coordination solide, exactement comme le combat à 2 épées dans la vraie vie. Et enfin, il y a la forme 0, qui est l'art de laisser son sabre laser comme ça. C'est l'autocontrôle, le refus du combat, la négociation. C'est une forme où tu fais rien? Mais justement, faire rien alors que tu pourrais tout casser, c'est ça le vrai pouvoir. Bon, en vrai, c'est pas vraiment une forme de combat, mais je me suis dit que vous alliez l'évoquer en commentaire, donc je préchote. C'est un petit peu comme le Dunmosh, ou Dunmor, je sais pas comment on prononce ça,
qui est l'art de combat des Sith qui consiste à briser psychologiquement son adversaire en lui envoyant des scuds pendant le combat. Et après évidemment il y a toutes les formes de sabres laser, les sabres laser comme celui de Darth Maul, les sabres laser du Comte Dooku, des sabres laser avec d'autres petites aspérités, des gardes ou que sais-je, des sabres laser fouets, des sabres laser bâtons, bref, il y a pas mal de choses, mais voilà, après je vous laisserai aller fouiner, moi je voulais vraiment parler de la base. Bon, soyons honnêtes 2 minutes, aucune de ces formes n'aurait de chance dans un vrai duel. Et c'est encore plus le cas pour les formes qui nécessitent de faire des acrobaties qu'on ne peut absolument pas faire. Bref, si je regarde avec mes yeux de combattant médiéval, pour simplifier, je vois plus un gruyère qu'un vrai art martial. Il y a d'ailleurs une excellente vidéo de Corridor Digital qui montre ce que donnerait un combat martialement cohérent au sabre laser, et on est quand même sur un autre délire, tout en étant relativement cinématographique. Mais bon, je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans parler d'un phénomène bien réel, celui des clubs de sabre laser, des vraies académies de Jedi. Car oui, il n'y a pas beaucoup de films qui ont été capables de créer un véritable sport dans notre monde réel. Mais oui, aujourd'hui il existe des gens qui pratiquent de cette arme fictive dans un cadre sportif. Et certains vont même jusqu'à participer à des compétitions, les arbitrer, et à structurer des vrais enchaînements inspirés des formes Jedi. Et j'avoue que quand je vois ça en convention ou en vidéo, ça me fait sourire. Mais attention, ça me fait sourire avec bienveillance, pas du tout avec condescendance. Parce que bon, déjà dans le fond, il n'y a pas de mauvais moyen de bouger. Si se prendre pour Obi-Wan et s'éclater avec un faux sabre laser qui fait vroom permet à des gens de faire du sport, de prendre confiance en eux, de développer leur coordination et leur discipline, eh bien c'est une excellente chose. Toute pratique physique, tant qu'elle est vécue avec joie et respect, mérite d'exister. À la base, je suis quand même coach sportif dans le milieu médical, donc ce serait malvenu de ma part de penser le contraire. Mais il faut aussi, et ça c'est important, garder les pieds sur terre, parce que j'en écoute certains des fois, on souffle. Le sabre laser, même sportif, ce n'est pas un art martial réaliste. C'est une extrapolation de quelque chose qui n'a jamais existé. Les formes Jedi sont cohérentes dans leur fiction, mais pas dans un combat réel. La logique technique de ces formes repose sur le fait qu'on est dans un univers où on peut sauter à 10 mètres de haut, voir l'avenir à travers la force et trancher dans de l'acier sans effort. Alors non, ce n'est pas un art martial applicable dans le monde réel. Mais c'est très bien comme ça, et ce serait absurde de leur demander d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Mais tant qu'on en est conscient, qu'on se prend pas trop au sérieux, qu'on accepte que c'est avant tout un jeu codifié, un loisir, alors oui, le sabre laser peut être une superbe porte d'entrée vers le mouvement, vers les vraies cultures martiales et un imaginaire partagé. Et ça mérite d'être salué, parce que sans ça, je pense qu'il y a des centaines de personnes qui n'auraient jamais pratiqué d'activité physique. Et d'ailleurs, si vous voulez un vrai retour d'expérience d'un pratiquant de sabre laser, le copain de la chaîne YouTube L'Histoire trouve toujours un chemin qui m'a aidé à écrire cette vidéo, m'a enregistré son avis et son retour d'expérience de 3 ans de pratique du sabre laser, notamment en Belgique. Il y a un lien dans la description si vous voulez aller écouter ça, et évidemment, vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube, j'ai mis le lien de sa dernière vidéo également en description. Mais si on laisse ça de côté et qu'on se reconcentre sur Star Wars, ce que cette saga a réussi à faire, c'est extraordinaire. Un système martial complet, cohérent dans son propre univers, avec des écoles de pensée, des philosophies opposées, des approches stratégiques, mentales et presque spirituelles. C'est un véritable art martial dans son univers, inventé de toutes pièces, mais avec la richesse et la complexité de certains arts martiaux de la vraie vie. Et franchement, on a très peu d'équivalents dans les autres œuvres de fiction. Il ne s'agit vraiment pas de juste faire vroom vroom en l'air avec son arme. Il s'agit de montrer qui tu es à travers ta manière de te battre et d'aborder la violence. Et ça, c'est profondément martial, même si ça vient d'une galaxie très lointaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je remercie Metal Hurlant de soutenir la chaîne une fois plus. N'oubliez pas que si vous voulez les soutenir, vous pouvez prendre l'abonnement qui est disponible en description. Quant à moi, je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, que la force soit avec vous, et gardez l'esprit affûté.